Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du programme d'histoire de Terminale. Alors nous sommes toujours dans le thème 2 de ce programme et nous allons aborder la question de la France, une place nouvelle dans le monde entre 1945 et 1970. Vous êtes prêts? Allez, on peut démarrer. La France sort de la Seconde Guerre mondiale dans une position paradoxale. Certes, elle figure dans le rang des pays vainqueurs et elle occupe l'Allemagne en 1945. Pourtant, son armée a été balayée en 6 semaines en 1940 et la France ne doit son statut de vainqueur qu'au mouvement de résistance intérieure et à une armée qui est, je le rappelle, composée essentiellement de soldats issus des colonies. C'est donc au final dans une position fragile que la France doit affronter un contexte international complexe, marqué par les questions de décolonisation et la naissance de la guerre froide, événements qui vont être au cœur de la vie politique française. Et la problématique sera comment la France s'adapte-t-elle au contexte international pour affirmer sa place dans le monde. Et commençons par nous intéresser à la 4ème République face aux enjeux internationaux. Évidemment, le premier enjeu dont nous allons traiter, c'est celui de la guerre froide. En 1944-45, la première mission du gouvernement provisoire de la République française est de rétablir l'ordre républicain. Après l'élection d'une assemblée constituante en 1945, la question se pose de la forme de gouvernement que la France doit adopter. De Gaulle, qui veut un pouvoir exécutif fort, démissionne en janvier 1946. La Constitution de 1946, adoptée très difficilement après un premier refus, met en place un régime parlementaire dans lequel l'Assemblée nationale est le cœur du pouvoir politique. Ce régime de la 4ème République est contesté par le RPF, le parti politique du général de Gaulle, qui refuse systématiquement de participer au gouvernement. Deux visions s'opposent alors, celle de Pierre Mendès France et celle de Gaulle. Pierre Mendès France, résistant gaulliste pendant la Seconde Guerre mondiale, est président du Conseil en 1954. Et il incarne, avec le jeune François Mitterrand, la classe politique de la 4ème République. La France de la 4ème République veut redonner au pays sa grandeur et sa puissance. Mais rapidement, pour les hommes politiques de l'après-guerre, l'ennemi n'est plus l'Allemagne, mais l'URSS. La France se rapproche alors du camp atlantique, incarné par l'alliance entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Compte tenu des destructions importantes et face aux difficultés sociales immenses, le pays bénéficie grandement du plan Marshall de 1947. La France sollicite alors la protection nucléaire états-unienne face aux dangers soviétiques. Elle intègre l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, en 1949. De son côté, le Parti communiste français, le PCF, fort de ses 100 à 150 députés, entame une politique d'opposition systématique au gouvernement. La guerre froide se prolonge à l'Assemblée nationale. Deuxième phénomène international, celui de la construction européenne. Si les premières traces d'une construction européenne remontent au XIXe siècle, le projet est véritablement lancé après la Seconde Guerre mondiale. Ce projet européen est porté par des partis politiques pro-européens et soutenu par les États-Unis dans le cadre du plan Marshall de reconstruction de l'Europe. En 1948, le Congrès de La Haye réunit des hommes et des femmes d'une vingtaine de pays pour poser les bases d'une Union européenne. Strasbourg est choisi comme capitale du Conseil de l'Europe. Cette institution adopte la Convention européenne des droits de l'homme en 1950. Mais c'est dans un autre cadre qu'émergent finalement les bases de notre Union européenne actuelle. Robert Schuman, qui est ministre des Affaires étrangères de la France, et Jean Monnet, qui est un économiste français qui est chargé du plan de modernisation et d'équipement qui doit reconstruire la France, proposent mutuellement en 1950 de créer une haute autorité du charbon et de l'acier, deux produits industriels indispensables pour la reconstruction. Cette organisation, commune à la France et à l'Allemagne, est ouverte aux autres pays européens. En 1951, la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, est créée autour de 6 pays. La Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne et bien sûr la France. C'est cette organisation qui sert de base à la création en mars 1957 de la Communauté économique européenne, la CEE. Face aux tensions géopolitiques liées à la guerre froide et à la question du réarmement de l'Allemagne, l'idée de créer une armée prend forme. En 1952, le projet de Communauté européenne de défense propose aux pays européens la mise en place d'une armée européenne avec un commandement supranational, c'est-à-dire au-dessus des nations.
Mais ce projet est finalement rejeté par le Parlement français en 1954, reléguant pour longtemps l'idée d'une construction politique et militaire européenne. Alors si la France de la 4ème République joue un rôle majeur dans la construction européenne, elle reste par contre paralysée par la question coloniale. Sous la 4ème République, la question coloniale est en effet un des principaux motifs de l'instabilité gouvernementale, en plus de l'opposition systématique, on l'a déjà dit, des gaullistes et des communistes. Avec la Constitution de 1946, qui institue la 4ème République, est créée aussi l'Union française, qui regroupe la métropole et les colonies. Si l'égalité et la citoyenneté entre tous les citoyens sont proclamées, elles restent très théoriques et l'Union française demeure surtout un moyen pour la France d'exercer sa puissance sur ses colonies. Le recours à la force pour lutter contre les mouvements indépendantistes devient vite la règle. En 1946, l'armée française bombarde le port de Haiphong dans le Tonkin, marquant le début de la guerre d'Indochine qu'on a vu dans le chapitre précédent. En 1947, une révolte paysanne est réprimée dans le sang à Madagascar. La défaite française de Dien Bien Phu en 1954 est à ce titre un choc pour l'ensemble des dirigeants de la 4ème République. En 1956, le Maroc et la Tunisie accèdent pacifiquement à l'indépendance. Et c'est dans ce contexte que la guerre d'Algérie va prendre une importance cruciale. Même si les premières violences apparaissent en 1945, la situation en Algérie reste relativement calme jusqu'au déclenchement de la Toussaint Rouge par le FLN en 1954. L'armée française est bien décidée à ne pas perdre un nouveau conflit et à conserver le département de l'Algérie dans la France. En plus des opérations militaires, appelées opérations de police, elle entreprend des campagnes de soins médicaux et cherche à gagner le cœur des Algériens pour couper le soutien populaire à l'indépendance algérienne. Poussée par les pieds noirs, c'est-à-dire les Européens installés en Algérie, l'armée française devient progressivement un État dans l'État et prend en main l'administration de l'Algérie face à l'instabilité politique chronique de la 4ème République. La bataille d'Alger en 1957 est marquée par un usage régulier de la torture. Dès 1956, les jeunes Français qui font leur service militaire sont envoyés en renfort en Algérie aux côtés de l'armée professionnelle. Et l'armée française en Algérie regroupe alors plus de 400 000 hommes au début de 1958, auxquels il faut ajouter 70 000 supplétifs algériens. Alors je le vois tout de suite, vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'un supplétif? Alors les supplétifs sont des populations algériennes qui combattent avec la France. Intéressons-nous maintenant à la naissance de la 5ème République, notamment dans le cadre de la crise algérienne. Et cette crise de 1958, elle est tout d'abord incarnée par le retour du général de Gaulle. L'élément déclencheur de la fin de la 4ème République, c'est la nomination de Pierre Pflimlin, considéré comme favorable à une négociation pour un cessez-le-feu, à la présidence du Conseil en mai 1958. Des manifestations éclatent en Algérie et aboutissent, le 13 mai, à la mise en place d'un comité de salut public réunissant des partisans de l'Algérie française et des militaires. Le siège du gouvernement général à Alger devient le centre de ce contre-gouvernement qui menace Paris et réclame la nomination du général de Gaulle à la tête de la France. Ce dernier accepte de revenir au pouvoir à la condition de pouvoir changer les institutions. Le 1er juin 1958, le président de la République, René Coty, nomme le général de Gaulle chef du gouvernement avec pour mission de préparer une nouvelle constitution. C'est la mort de la 4ème République. De Gaulle prend la tête d'un gouvernement d'union nationale et se rend à Alger le 4 juin. « Je vous ai compris !» lance-t-il depuis le balcon du gouvernement général, aux pieds noirs venus l'acclamer. Bon, d'accord, je ferai pas une grande carrière d'imitateur. Du coup, revenons à la leçon. Finalement, la 5ème République est adoptée par référendum le 28 septembre 1958 avec plus de 70% de oui. Elle met en place un pouvoir exécutif fort, entre les mains d'un président de la République élu pour 7 ans, qui nomme le Premier ministre et son gouvernement. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale et consulter les Français par référendum. Le Parlement, qui possède le pouvoir législatif, contrôle le gouvernement et peut le renverser. L'Assemblée nationale est élue au scrutin majoritaire, favorisant le bipartisme et mettant fin à l'instabilité engendrée par le scrutin proportionnel sous la 4ème République. Le 21 décembre 1958, le général de Gaulle est élu au suffrage universel indirect, président de la République. Il se retrouve donc en première ligne face au défi de la guerre en Algérie.
La position du général de Gaulle en faveur du maintien d'une Algérie française semble claire en juin 1958. Mais l'idée d'une indépendance s'impose rapidement à de Gaulle et les décisions prises dès 1959 sont en faveur d'une autodétermination de l'Algérie. En janvier 1961, le référendum sur l'autodétermination de l'Algérie voit la victoire du oui à plus de 75%. De Gaulle décide alors de commencer les négociations avec le FLN en vue de l'indépendance de l'Algérie. Le 22 avril 1961, l'armée française tente un coup d'État depuis Alger qui échoue. Dans le même temps, les Pieds Noirs mettent en place l'OAS, organisation de l'armée secrète, qui vise à semer la terreur en Algérie et cherche aussi à exécuter le général de Gaulle. La violence entre les Européens et les musulmans se déchaîne en 1961 et 1962. En mars 1962 sont signés les accords d'Évian qui prévoient le cessez-le-feu en Algérie et le 3 juillet 1962, l'Algérie obtient son indépendance. 700 000 Pieds Noirs sont rapatriés en France dans des conditions dramatiques, alors que des milliers de harkis sont massacrés au nom de leur engagement aux côtés de la France. Le 22 août 1962, l'OAS tente d'assassiner le général de Gaulle. C'est l'attentat du Petit Clamart qui permet à de Gaulle de mettre en place l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Intéressons-nous, pour terminer sur cette guerre d'Algérie, aux plaies mémorielles qui sont encore ouvertes. Alors si le conflit entre la France et l'Algérie a été sanglant et douloureux, il n'a pas permis, pendant longtemps, de faire émerger un travail sur les mémoires du conflit. Jusqu'en 1999, les autorités politiques françaises refusent le mot guerre pour qualifier les événements ayant lieu entre la France et l'Algérie de 1954 à 1962. La question de la pratique de la torture est aussi restée taboue et n'a été reconnue par la France qu'en 2018. En Algérie, la dictature mise en place par le FLN au lendemain de l'indépendance a abouti à une réécriture du récit indépendantiste, supprimant par exemple le père du nationalisme algérien, Messali Hadj. En Algérie, aujourd'hui encore, l'armée et le pouvoir politique légitiment leur pouvoir comme héritage de cette lutte pour l'indépendance. L'une des plaies mémorielles béantes, c'est celle des harkis. Alors les harkis, ça correspond à l'ensemble des supplétifs musulmans de l'armée française. Après le cessez-le-feu de mars 1962, seule une minorité de harkis parvient à se réfugier en France, malgré les ordres explicites du général de Gaulle qui étaient de les laisser sur place. Ceux restés en Algérie subissent des massacres. On estime entre 50 000 à 150 000 le nombre de morts après l'indépendance algérienne. En France, les harkis ont connu une intégration très difficile. Parqués dans des camps insalubres, ce sont des combattants oubliés par les autorités françaises. Ils sont également rejetés par leurs compatriotes. En effet, les harkis sont considérés comme des traîtres. À partir de 1975, les harkis et leurs enfants se révoltent pour obtenir la reconnaissance officielle de leur tragédie et l'amélioration de leurs conditions. Mais il faudra attendre 2016 simplement pour que les harkis obtiennent une reconnaissance officielle de la responsabilité de l'État français dans leurs souffrances. Alors pour terminer, voyons comment le général de Gaulle a cherché à redonner à la France une place nouvelle dans le monde. Sur le plan politique, on peut noter une volonté d'indépendance nationale. Mais pour ce faire, de Gaulle doit d'abord solder la question coloniale. Empêtré dans la guerre en Algérie, il a vite compris que le temps de la colonisation est terminé. Les États africains qui composaient l'AOF et l'AEF obtiennent leur indépendance entre 1958 et 1960. Mais la France cherche à conserver un lien avec ces nouveaux États en signant des accords militaires, en autorisant notamment le maintien de troupes militaires françaises. La monnaie de ces nouveaux États est le franc CFA, assurant à la France une domination économique et financière. L'explosion de la bombe atomique française en 1960 donne à de Gaulle les moyens de ses ambitions, faire de la France une puissance militaire indépendante. En 1966, la France quitte le commandement intégré de l'OTAN et demande aux Américains d'évacuer leur base en France. Le siège de l'OTAN est déplacé en Belgique. De Gaulle multiplie alors les voyages à l'étranger et cherche à se positionner comme une alternative à la bipolarisation du monde. Son voyage de près d'un mois en 1964 en Amérique du Sud est un véritable triomphe dans une région pourtant considérée comme la chasse gardée des États-Unis. Et en 1966, à peine le retrait de la France de l'OTAN acté, il se rend en URSS. De Gaulle jouit alors d'une popularité importante dans le tiers-monde et dans le bloc soviétique.
Dans le domaine européen, la France se rapproche de l'Allemagne avec la signature du traité de l'Élysée en 1963 qui scelle la réconciliation franco-allemande. Dans le domaine de la construction européenne, De Gaulle est hostile à une organisation supranationale privilégiant une confédération d'États. Ainsi, en 1965, il refuse de siéger à Bruxelles, pratiquant la politique qu'on a appelée de la chaise vide. Enfin, De Gaulle s'oppose par 2 fois à l'entrée du Royaume-Uni dans la CE, leur reprochant leur lien trop étroit avec les États-Unis. Pour finir, intéressons-nous à la modernisation du pays. La période économique des 30 Glorieuses est marquée par un important rattrapage de la productivité en France. Sous l'impulsion du Commissariat général au plan de Jean Monnet, l'État a pris un rôle central dans la modernisation économique. Une fois la reconstruction achevée et les guerres coloniales terminées, la France connaît alors une croissance très forte de son PIB, 5,8% par an, en moyenne de 1959 à 1970. La mise en place du nouveau franc en 1960 permet la modernisation de l'économie. Sous De Gaulle, l'État encourage la concentration des entreprises pour créer des grandes firmes, comme Elf par exemple, soutient des grands projets industriels dans le nucléaire, avec la création en 1962 de la première centrale nucléaire civile, ou dans le domaine de l'informatique, avec le plan calcul en 1967, ou bien encore les transports, avec l'avion supersonique Concorde, ou bien encore les bases du TGV. L'État assure près de la moitié des investissements de recherche en France en 1967. Avec la création de la DATAR, délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, l'État prend également en main l'aménagement du territoire. Il s'agit de corriger les inégalités régionales et d'encadrer le développement des agglomérations. Des grands travaux sont ainsi réalisés. La création de villes nouvelles, comme Sénart et Évry, de zones industrielles ou portuaires, comme Dunkerque, ou de stations balnéaires, notamment le réaménagement des côtes du Languedoc en 1963. On peut aussi citer la construction de grands barrages hydroélectriques, d'aéroports modernes comme Orly puis Roissy-Charles de Gaulle, ou encore le développement des transports par l'électrification des voies de chemin de fer et la construction des autoroutes, avec notamment l'inauguration en 1965 du tunnel du Mont-Blanc. Et voilà, nous en avons donc terminé avec ce chapitre sur la nouvelle place de la France dans le monde entre 1945 et 1970, une période vraiment de changement intense durant laquelle finalement la France abandonne les éléments traditionnels de sa puissance et notamment son empire colonial. J'espère que vous aurez compris l'essentiel de la leçon. Sinon, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me poser des questions en cours, bien sûr, ou alors sur Internet. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et puis je vous dis à très vite pour la suite.